Bonjour à tous et bienvenue sur la Magic TT. Voilà, c'est une nouvelle rentrée, c'est des nouvelles vidéos. Je suis avec Simon. Bonjour à tous. Voilà pour une vidéo spéciale petit format sur une présentation de la nouvelle édition de Magic qui est Guild de Ravnica. Donc voilà, c'est la deuxième réitération des guildes. Donc Ravnica, c'est un troisième, pardon. Ouais. C'est un plan, donc c'est la deuxième réitération. Donc Ah oui. c'est le troisième. Donc la première c'était Ravnica. On a eu ensuite Retour sur Ravnica et maintenant on a Guild sur Ravnica. Alors, Retour sur Ravnica. c'est ça. Alors pourquoi Ravnica c'est important comme on est un peu tous hype, c'est que c'est un plan assez emblématique de Magic. Pourquoi? Parce que c'est le plan qui a vraiment mis en place des noms et ce qu'on appelle aux combinaisons de couleurs de base de Magic, qui sont les combinaisons de deux couleurs, alliés et ennemis. C'est-à-dire que dans Magic, vous voyez, il y a 5 couleurs, donc le bleu, le blanc, le rouge, le vert et le noir. Et si on additionne ces couleurs par 2, on va avoir une combinaison de 10 couleurs. Quand vous regardez au dos d'une carte de Magic, vous avez vu qu'il y a des couleurs qui sont côte à côte, ce qu'on appelle les couleurs alliées, et les couleurs qui ne sont pas côte à côte, les couleurs ennemies. Donc, du coup, avant, on utilisait des jeux qui avaient ces doubles couleurs-là, mais on n'en avait pas encore de nom. On disait par exemple bleu-rouge ou vert-noir. Ravnica, quand il est arrivé, il a mis des noms sur ces couleurs, et il a même créé ce qu'on appelle des guildes avec des archétypes, avec même des manières de fonctionner. Et du coup, c'est vraiment super cool parce qu'on avait hâte d'y retourner. Et même pas mal de joueurs, quand vous allez leur demander quand jouer à Magic, ils vont dire moi je suis plutôt un joueur d'Izet, moi je suis plutôt un joueur de Golgari, moi je suis plutôt un joueur de Selesnya, moi je suis plutôt un joueur de Cynic. Voilà, parce qu'ils vont se référencer à une combinaison de couleurs qu'ils aiment. Donc ça c'est important. Donc, et je tiens à souligner que par exemple c'était avec les 3 couleurs, c'était quoi l'extension? C'était comment ça s'appelle Cans of Tarkir. Cans of Tarkir avait pas réussi à, même si ça ils avaient réussi quand même à créer 2-3 guildes quand même assez emblématiques. Il y a beaucoup de joueurs qui continuent à appeler Bug au lieu de Freestyle. Mais ça commence à venir petit à petit. Ça commence à venir et je trouve qu'il n'y a pas la même ampleur, même s'ils ont réussi à faire un petit peu. Ravnica, ça reste Ravnica. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on est super content de revoir un petit peu ces guildes-là, parce qu'il y a une personnalité, il y a vraiment une histoire aussi sur chaque guilde. Et du coup, ici, sur Ravnica, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, on va rester pendant 3 éditions. Donc maintenant, il n'y a plus d'extension. Il y a juste des éditions uniques, mais du coup, sur Ravnica, on va rester sur 3 extensions. La première extension qu'on va vous présenter aujourd'hui va avoir 5 guildes. La deuxième extension qui arrivera en janvier aura 5 autres guildes. Et la troisième extension, on ne sait pas encore s'il va y avoir autre chose, parce qu'on aura déjà vu les 10 guildes, donc ça sera un peu la surprise. Sur cette première extension, les 5 guildes qu'on va avoir, alors c'est ni des guildes alliées ou ennemies, c'est une combinaison de 2. On va avoir en combinaison la combinaison vert-noir qui va être la combinaison Golgari, qui va avoir beaucoup avec le cimetière. On va avoir ensuite la combinaison Dimir qui va être bleu-noir, qui est là, du coup Golgari c'était ennemi, là Dimir c'est allié, qui va avoir tout ce qui est aussi un peu par rapport au cimetière, mais avec aussi un peu de contrôle. On va avoir Izet, bleu-rouge, qui est toujours une couleur ennemie, et du coup qui va avoir beaucoup avec tout ce qui est rituel, éphémère, beaucoup les sorts. Et ensuite on va avoir la combinaison Boros rouge-blanc qui est ennemi, parce que du coup le rouge et le blanc c'est bien des bons ennemis, et qui va avoir tout ce qui est l'agressivité, l'attaque, et du coup avec des capacités sur les créatures généralement. Donc en fait à part Dimir, c'est que des ennemis. Alors à part, non, il y a Selesnya. J'ai oublié Selesnya, excusez-moi, parce que là j'en ai donné que 4. Voilà. Selesnya qui sont amis et qui sont du coup blanc et vert, et du coup qui sont beaucoup tout ce qui est sur pareil sur la board présence, sur les créatures, sur les permanents qui sont là, sur les points de vie, sur toutes ces choses là. On construit un peu notre armée, parce que le blanc, l'armée, le vert, la force primale, l'armée plus sa force primale, on est vraiment là dedans. Et donc du coup on va voir un peu avec vous quelles sont les capacités de ces 5 guildes qu'on va vous présenter. Donc il y a des capacités qui reviennent et il y en a qui sont des nouvelles. Donc, on va revoir la seule capacité qui revient vraiment, c'est la capacité de la guilde Selesnya, donc blanc-vert, qui est la convocation. Donc, on va avoir la convocation, c'est-à-dire que c'est la capacité qu'on va avoir pour payer des cartes en engageant des créatures. Ah, on est d'accord que normalement c'est que éphémère rituel. Non, il y a des créatures donc, maintenant. Du coup, là, après, la capacité va surtout tourner autour de la création de tokens aussi. C'est beaucoup de tokens sur cette guilde-là, pendant cette guilde de Ravnica. On va avoir des créatures qui, quand elles se détapent, elles vont créer des tokens. On va avoir des créatures qui s'engagent, qui font encore des tokens. Enfin, voilà. C'est très axé sur je mets beaucoup de créatures sur le board, et du coup, on va avoir des capacités de génération de tokens
et avec cette capacité de convocation qui revient. C'est ça. Ensuite, on va avoir la capacité, la guilde Boros, qui est blanc-rouge, qui va revenir avec une capacité d'attaque. Comme souvent, en fait, à l'époque de retour sur Ravnica, on avait eu la capacité qui était d'attaquer avec 3 créatures. Et quand elle attaquait avec 3 créatures, en fait, il y avait un effet qui s'activait. Là, maintenant, c'est quand une créature, c'est la capacité Mentor, qui nous dit que quand une créature attaque et qu'elle a la capacité Mentor, on peut mettre un marqueur +1/+1 sur une créature attaquante, donc il faut qu'il y ait une autre créature qui attaque avec elle, mais qui a une force inférieure à elle-même. Donc voilà, donc du coup, ça peut être intéressant pour vraiment dans cette optique de je mets des créatures, j'attaque, surtout dans les couleurs rouge-blanc, on va avoir des créatures à célérité. Du coup, ça peut être très très fort. C'est intéressant, après il faut faire attention parce que du coup, dès qu'on a des créatures qui commencent à devenir un peu trop grosses, bah, en fait, la capacité mentor elle a un petit blocage en fait. Donc soit il faut réussir à faire monter la force de la créature Boros. Après, normalement, tu peux la cibler elle-même, non? Non, une créature attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature attaquante de force inférieure. Donc elle peut pas avoir une force inférieure à elle-même en fait. Il faut que ça soit strictement inférieur? Ouais, c'est ça, c'est pas également inférieur. D'accord, donc par exemple, imaginons là, avec l'exemple avec Banneret Gobelin, voilà. Si on en a 2, voilà. on attaque avec les 2, ça se trigger pas. Voilà, par exemple ça. Il y a Tajik par exemple, lui peut faire ça aussi, 3-2. On en parlera d'ailleurs peut-être vite fait, Tajik. Et donc ensuite on continue avec Golgari. Golgari qui a une capacité qui va être qui s'appelle la capacité Maki ou Undergrowth en anglais, qui est une capacité qui a lieu avec le cimetière. Donc c'est en fonction du nombre de créatures qu'on a dans le cimetière, on va avoir plusieurs effets. Alors c'est pas une capacité qui est fixe. C'est une capacité qui va vraiment dépendre de la carte, mais qui a toujours un rapport au cimetière. Voilà. Donc, à voir, par exemple, là, si on prend l'exemple de Izoni au milieu, elle nous dit que quand il arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton 1 vert et noir pour chaque carte de créature dans le cimetière. Voilà. C'est des capacités qui sont liées au cimetière. Golgari, c'est vraiment ça. Donc là, on a vu les 3 capacités qui, pour moi, ont peut-être le moins d'avenir, on va dire. Et les 2 qui ont l'air de plus nous hype, si on peut, c'est la capacité surveiller, ou surveil en anglais, qui est une sorte de scry, qui nous permet de regarder les cartes au-dessus, sauf que contrairement au scry, à la place de mettre en dessous de la bibliothèque, on va choisir ou les laisser au-dessus, comme le scry, ou les mettre dans le cimetière. Ce qui est plus fort. Et ce qui est, en fait, au final, on a l'impression, à l'époque, si on avait dit ça à des joueurs de Magic il y a quelques années, on aurait dit que, bah non, c'est beaucoup moins fort, les cartes, je ne veux pas les mettre au cimetière. Mais en fait, aujourd'hui, actuellement, il y a tellement de cartes qui peuvent interagir avec le cimetière, à la recherche d'Ascanta, entre les cartes... Snapcaster, tout entre simplement. Snapcaster Mage, entre toutes les cartes qui ont la capacité fouille, ou même les cartes qui reviennent du cimetière, ou les cartes qui ont le flashback, enfin plein de ces choses-là, qu'en fait, finalement, on va préférer mettre les cartes dans le cimetière, parce qu'en fait, elles sont pas perdues. C'est quelque part, en fait... C'est une deuxième main. Enfin, une deuxième bibliothèque. C'est une deuxième main, même, des fois, hein, quand on regarde certains jeux, comme Storm ou autres. Et donc, du coup, c'est une capacité qui a vraiment la possibilité de se voir jouer dans des formats construits, même dans des formats Eternal, donc construits comme le moderne, Eternal comme peut-être le Leg, voire peut-être le Vintage. Donc, c'est une capacité qui est très très forte. L'autre capacité, donc sur la dernière guilde qu'on va voir, la guilde Izet, c'est une capacité qui, on va dire, c'est une capacité qui est une sorte de flashback mix rebond. Voilà. Du coup, là, qui est la capacité jumpstart ou relancer en français, qui nous fait que tant que cette carte est dans le cimetière, on peut se défausser d'une carte et la rejouer en payant son coup de mana. Et après, elle s'exile. Donc, alors c'est clairement, on va dire, moins bon que le flashback, dans le sens où ça nous fait perdre une carte de notre main. Par contre, l'avantage, c'est que si on a des cartes qui ont des effets quand elles se défaussent, ça peut être intéressant à voir. Comme par exemple la Bolt, Tempérament Fougueux, qu'on peut payer à 1 quand on s'en défausse. Ouais. L'autre avantage, c'est qu'on est sûr que le flashback coûte autant que le sort lancé. Alors que des fois dans le flashback, alors des fois c'était moins cher, mais la plupart du temps le flashback c'était plus cher. C'était censé être un peu plus cher. Voilà, donc c'est les capacités des 5 guildes qu'on vous a présentées. Comme dit, c'est les 5 autres guildes qu'on verra qui sont les guildes Simic. Les guildes non pas Sultai donc. On a Simic, on a Azorius, donc Simic vert bleu, Azorius bleu blanc, on va avoir rouge noir Rakdos et encore rouge vert Grul, voilà. Et c'est à peu près je crois qu'on les a tous dit, on les verra en janvier, voilà. Donc, et blanc noir.
Orzhov. Ah, blanc-noir, Orzhov, excusez-moi. Voilà. C'est petit clin d'œil à Olivier, si jamais il voit... Pardon d'avoir oublié ta guilde préférée. Donc on verra les capacités qu'ils vont nous voir. En tout cas, nous, on est super contents d'être sur ce plan-là. Ce plan-là, vraiment, il a comme dit, pour les gens qui aiment l'histoire, il y a une histoire super intéressante. Pour les gens qui aiment les capacités, c'est les capacités liées aux guildes. Pour les gens qui aiment vraiment tout ce concept de lore autour, c'est intéressant. Nous, ce qu'on a fait maintenant, c'est que du coup, on s'est dit, on va vous faire un petit top 10 des cartes qu'on voit possiblement jouer dans les formats construits tels que le moderne, le legacy peut-être même, voire le commander, le dual commander ou le vintage. Pour le standard, on n'a pas assez de recul, donc on n'est pas assez bon. Voilà, on n'est pas assez bon. Donc, non, on va pas se mentir. À place de vous dire des choses qui sont fausses ou mauvaises, on préfère juste ne vous pas... Vous renvoyer sur d'autres vidéos simplement. Aussi. Voilà. Donc du coup, nous, on va juste parler... Alors, on va mettre 2-3 mentions honorables. On va commencer par la mention honorable avant toute, que j'ai citée avant, qui est Tajik, qui est une 3-2 mentor célérité, qui pour 3, qui est un humain, et qui fait que du coup les autres créatures que tu contrôles ne peuvent pas subir de dégâts de non-combat. Avec une capacité blanche et rouge, tu gagnes l'initiative, et il a le mentor sur lui, mentor célérité. Donc, alors je vais laisser le joueur d'humain en parler un peu plus. Donc je pense que ça va être joué dans humain. Enfin, ça va être joué. Si c'est joué, ça serait plutôt dans humain et pas dans un nouvel archétype. C'est ça. Et après, voilà. Si c'est joué dans humain, il y a des listes qui ont essayé de faire des listes avec. C'est dans des listes qui ont une mana base différente de humain qu'on connaît, puisque du coup, on a envie de pouvoir utiliser sa capacité, l'initiative, pouvoir le jouer. Donc, c'est des listes qui sont revenues sur des fetch, des raves, un petit peu avec un mix de choses. Est-ce qu'il prévoit pas un ban par hasard? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est Tajik qui est une mention honorable. Voilà. En restant dans les couleurs Boros, en mention honorable, on a la Vrasse, enfin la mini Vrasse, le clairon assourdissant. Voilà. Donc là, on a un rituel qui nous permet de faire soit en gros une Anger of God, donc en gros, soit on met 3 à toutes les bêtes, sauf quand elles ne sont pas exilées, soit les créatures qu'on contrôle acquièrent le lien de vie. Alors pourquoi est-ce que ça paraît jouable? Premièrement, parce que déjà pour commencer, c'est pas 2 rouges. Oui. Et ça va à dire, mais souvent les Vrasses qui vont coller 3 vont souvent être des Vrasses à double couleur rouge, ou alors demander à avoir 3 couleurs différentes, voilà, des choses comme ça. Des conditions un peu plus compliquées. Là déjà, pour commencer, c'est rouge-blanc. Donc c'est plus facile à caster dans des packs comme on va dire Jeskai ou comme des choses comme ça. On va penser aussi les Vrasses à 4 vont souvent être double blanc. Oui. La plupart du temps, donc prévoir déjà un des blancs pour la Vrasse à 4, enfin les tours suivants. Et deuxième point, en fait, le deuxième mode est intéressant, dans le sens où ça rend pas la carte trop folle, mais ça permet d'avoir une versatilité dans la carte, puisque du coup, si on joue un jeu un peu plus mid-range, avec, on va dire, je sais pas, des Thing in the Eyes dedans, ou des... comment ça s'appelle des jeunes pyromanciens, des choses comme ça. On a même vu des listes des fois avec Mentor revenir un petit peu, donner le lien de vie à toute une créature et attaquer, ça permet de faire un gap. Pourquoi pas, c'est une mention honorable. Voilà. En autre mention honorable qu'on a, on a une carte qui va faire sourire les joueurs de Moderne et les joueurs de Leg, puisqu'en fait, c'est Révélation ou Répartition, Discovery Dispersal, qui nous fait penser, en tout cas Révélation, à une carte qu'on connaît très très bien. Préordain. Voilà. Donc, mais c'est meilleur que Préordain. Donc voilà, donc ça nous fait penser à Préordain qui est banni en moderne et qui est jouable en legacy, qui nous permet de faire un regard 2 et ensuite de piocher 1. Là, ça coûte 2, donc ça coûte 1 de plus, mais ça nous fait surveille 2 et ensuite piocher une carte. Donc, alors, c'est un petit peu meilleur parce que du coup, on peut mettre les cartes dans le cimetière. C'est aussi hybride, donc c'est jouable dans du non-bleu. Donc on a du cantrip dans un jeu qui peut être noir-rouge. Noir-vert, noir-blanc, noir pur. Du coup, on la met là parce que c'est une carte qui peut être jouable dans certains archétypes. Je ne sais pas encore lesquels, mais je pense qu'il y a moyen de jouer ça. Même des fois, on se dit j'ai Bérok, je veux dire, au pire, si tu te dis t'as besoin d'un cantrip. Après, la deuxième capacité, chaque adversaire envoie un permanent non-terrain qu'il contrôle avec le coût converti de mana le plus élevé parmi les permanents qu'il contrôle dans la main de son propriétaire, puis se défausse une carte. À la limite, on s'en fiche un peu. Alors, il y a peut-être des jeux qui vont jouer bleu-noir qui vont peut-être utiliser, mais en vrai, si la carte en elle-même était juste révélation sans la répartition, ça serait déjà une carte qui est pas mauvaise, en fait, en soi. Après, c'est toujours agréable de... Après, c'est rituel, ça aurait été génial en éphémère, mais bon. Et on va finir sur un dernier... on va dire mention honorable, on en rajoute, on en met 4, on est fou. C'est
c'est alors j'allais dire Ralzarek, parce que son vrai nom c'est Ralzarek, mais c'est Ralvis Roi disait. Alors, il a fait couler beaucoup d'encre sur lui parce qu'il y a eu une sorte de petit. On s'est rappelé du Teferi, hein, enfin. On s'est rappelé du Teferi, on s'est rappelé de l'Omnix List, on s'est de tous les, en fait, les Planeswalkers un peu à 5, on a l'impression qu'en ce moment c'est un peu la mode du +1 carte advantage, oui. -3 gestion, -8 win. Voilà. Et on commence à 5 avec 5 de loyauté, enfin voilà. C'est vraiment stable, qui peut faire la game à lui tout seul. Voilà, mais du coup, c'est une carte qui est un strict upgrade de Omnix Helix, qui est peut-être pas aussi bon, on va dire, dans son +1 que Teferi, mais on a vu Teferi jouer, et on s'est dit pour les jeux Grixis contrôle lourd qui n'ont pas leur Planeswalker à 5, voilà. À côté de Jace, parce que voilà, des fois on joue de Jace et autre chose, il y en a même des listes qui jouent Omnix Helix, là on se dit, on a un +1 qui est mieux que Teferi, enfin dans le sens où on regarde deux, on en met une dans le cimetière, une dans notre main, c'est vraiment une sorte de préordain, enfin une sorte de passe-passe, mais sur lequel on met dans le cimetière, donc ça peut jouer avec les sorts d'elfes et de compagnie. On a un -3 qui est pas mal, alors c'est pas aussi bien que Teferi ou Obnixis qui gère vraiment le truc, mais là on se dit quand même c'est un nombre de blessures égal aux éphémères rituels, donc dans le jeu contrôle, normalement on est censé en avoir. On est censé en avoir à stade de la partie. Et ce qui est bien, c'est que même si on les a exilés avec un snap ou avec un sort d'elfe, ça compte quand même, parce que ça compte les cartes exilées et dans le cimetière. Donc voilà. Et puis le -8, bon voilà, on va pas se mentir, le -8. Le -8 c'est un kill. Quand même, ça pourra peut-être remplacer Cruel Ultimatum aussi. Voilà, dans les jeux je sais pas si c'est encore joué dans les Grixis Control. Voilà. En tout cas, nous, voilà, on va rentrer maintenant dans le top 10. À proprement parler. Et donc, on va commencer dans le top 10 avec une carte de side. Donc, ça va être plus simple, qui s'appelle Ego à la dérive. Voilà, tout doucement. C'est une carte qui fait beaucoup penser à Héritage perdu ou à Slaughter Game, jeu de massacre. Qui est une carte qui va chercher en fait à punir les jeux qui se basent sur une seule combo en x4. Alors pourquoi c'est intéressant? Premièrement parce qu'il y a du bleu, donc forcément c'est meilleur. Non, je rigole, mais c'est souvent... Il y a ce réflexe dans les joueurs de Magic. Non, simplement déjà parce que ça coûte 3. 3, c'est ça. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que ça peut toucher des cartes que jusqu'à présent on ne pouvait pas toucher. Ça peut toucher des cartes de terrain. Oui. Alors du coup... c'est pour ça qu'il y a la limite des 4 cartes. Et du coup, même des terrains basiques. C'est pour ça qu'il y a la limite des 4 cartes, parce que sinon ce serait un petit peu pété. Et la grande question quand on pense à basique et combo, est-ce que ça tue Scapeshift si on chope 4 montagnes basiques? Alors ça ne tue pas Scapeshift si on chope 4 montagnes basiques, par contre si du Valakut, ça chope 4 Valakut. Ça chope 4 Valakut. Donc c'est à dire qu'en fait on a moyen du coup dans des jeux qui étaient un peu mal contre Valakut, de dire voilà, alors parce que là on essaie de faire des Field of Ruin sur un... Mais si le mec il fait Scapeshift, que ça passe et qu'il va chercher ses Valakut, on a beau mettre des Field of Ruin, il gagne quand même. Donc ça peut gérer tronc aussi, sans avoir besoin de casser un land du tronc avec sans de l'extract. Tu dis juste pour 3, un land du tronc, point, il les a plus. C'est une carte qui a l'air intéressante sur papier en carte de side, parce que du coup ça permet de gérer des terrains problématiques, en plus de gérer des jeux à combo comme Druides, ou comme autre chose, ou comme Ad Nauseam, voilà. Et on va pas se mentir, le mana supplémentaire qui était utile pour l'incontrable, en ce moment, les jeux qui jouent des contres n'ont pas forcément de combo à côté. C'est ça. Donc, il y a peu de jeux qui sont combos et qui ont des contres, à part Ad Nauseam ou Scapeshift bleu. Mais voilà quoi. Donc du coup, ça peut être intéressant. On va continuer du coup en top 9, roulement de tambour. Alors top 9, on va mettre notre chère petite Vraska. Planeswalker qui a peut-être des chances d'être joué dans des jeux un peu Abzan. Après tout ce qui est un peu mid-range avec mid-range, voilà, ça coûte 4. Voilà. Alors c'est vrai que ça coûte plus que Liliana, mais ça monte par +2, et son +2 peut être intéressant dans le sens où on peut sacrifier un autre permanent, donc du coup, si on joue des Lingering Souls, on peut en sacrifier un, c'est pas grave, on gagne un point de vie, on pioche une carte, ça fait du CA, ça monte de 2. Au pire, si on a envie d'activer Revolt, ou si on commence à flouder les lands, on sacrifie un land, on pioche un, Après, c'est assez conditionnel, c'est pour ça qu'elle est pas plus haut. Voilà, c'est assez conditionnel. Le -3 est une sorte de Abrupt-Decay. Donc voilà, donc ça nous fait penser à ça. On sait pas, c'est pour ça qu'elle va peut-être être jouée, c'est pour ça qu'elle est aussi bas dans le top. Mais, peut-être en x1, quelque chose comme ça. Mais on a vu nous de liste en tout cas faire des petits 5-0 sur MTGO avec, donc on se dit pourquoi pas. On arrive ensuite en top 8, top 7, non 8 du coup, avec, on va prendre la carte Risk Factor, donc facteur de risque, qui est une carte qui pour les vieux joueurs qui ont commencé à l'époque se rappelle de Brownbeat qui est rudoiement, qui faisait exactement la même chose que cette carte si on lit juste le texte.
sans la capa derrière, mais qui le faisait en rituel. Alors cette carte, elle avait beaucoup plu à l'époque en T2, mais finalement, elle n'avait jamais pu être assez bonne dans d'autres formats. Pourquoi? Parce que laisser le choix à l'adversaire, c'était jamais bon. Oui. Là aussi, on va dire, oui, mais je laisse le choix à l'adversaire, c'est jamais bon. Sauf qu'il y a deux choses qui changent. La première chose, c'est que c'est un éphémère. Donc du coup, on n'est pas là en main phase. Ce full tap. Voilà, on peut le faire fin de tour, contre des jeux contrôle, c'est très très bon. On lui dit juste, bah, au pire, pour 3, je t'ai mis 4. Alors on dit, ouais, mais pour 3, je te mis 4, au pire, t'as des cartes qui le font en fait. Oui. Sauf que la chose qui sauve cette carte, puisque si t'es pour 3, je te mets 4 ou je pioche 3, en fait, ça aurait été nul, c'est la capacité relancer Jumpstart, qui fait que si on pioche un land et qu'on n'a pas envie de piocher de land, et ben en fait, on va pouvoir se la défausser et on refait faire ce choix à l'adversaire. Donc la première fois, il peut prendre 4, mais se dire, je vais reprendre 4, ça fait prendre 8. Et tu verrais ça dans quel pack? Alors, contrairement à tout le monde, je ne vois pas ça dans Burn. On est d'accord, ça est peut-être un peu trop cher. Voilà, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que 3 mana dans Burn, c'est très cher. Et ensuite, devoir défausser une autre carte, donc c'est-à-dire que c'est une carte qui n'est pas une carte qui burn, donc c'est-à-dire un terrain, donc 4e terrain à défausser pour la rejouer, non. Ou alors une carte de side contre contrôle, mais je préfère contre contrôle la carte qui permet d'être incontrable sur la 2 instants. Donc finalement, je la vois plus dans d'autres jeux, comme des mono-red qu'on a vu un peu tourner ces derniers temps-ci, ou des rouges-bleus, un peu plus tempo, un peu plus on va dans le late game. D'après une carte qui peut être jouée, en tout cas, voilà, la capacité de jumpstart sauve cette carte. On arrive ensuite dans le top 7. Et dans le top 7, je vais mettre deux cartes qui vont ensemble, qui vont être top 7 et top 6, qui sont Sang Vapeur Bouillonnant en 6ème, et en 7ème, le Phoenix Dark. On va commencer avec le Phoenix Dark. Alors, le Phoenix Dark en 7ème, qui est un Phoenix comme on en connaît beaucoup dans Magic, puisqu'il y a beaucoup de Phoenix dans Magic à chaque fois. Les dernières éditions, je trouve, il y en avait souvent un. C'est un peu emblématique, à chaque fois le Phoenix rouge qui va coûter entre 3 et 5 mana. Qui va être mythique. Qui va être mythique. Ou au moins rare. Voilà, qui va avoir une capacité de Phoenix. Le Phoenix, il renaît de ses cendres. Et du coup, celui-là, il est intéressant. Bon, comme quasiment souvent dans les Phoenix, il a le vol. Je veux dire, là, il a la série ensuite, mais qui a une capacité de revenir sans avoir besoin de payer. Parce que souvent, il revient à des conditions en payant, ou il revient en main. Lui, il revient directement sur le champ de bataille avec une capacité qui peut être intéressante, qui fait que si on a joué au moins 3 sorts d'éphémère ou de rituel ce tour-ci, on le renvoie, il attaque directement du coup. C'est ça. Alors du coup, c'est en combinaison avec l'autre carte qui est juste après, qui est du coup le Sang Vapeur, qui est pour 2 une 1-1, voilà, qui nous fait qu'à chaque fois qu'on joue un sort, là prendre juste un sort, n'importe quoi, ça peut être une créature, ça peut être n'importe quoi, on met un marqueur +1/+1 sur lui. Et quand il a 3 marqueurs, on peut lui retirer 3 marqueurs et faire 3 rouges. Il y a des jeux qui commencent à perfer, donc et qui commencent à jouer mono rouge, un peu mono rouge Stormburn. On va commencer à jouer des cartes comme Pillage sans foi, avec les Phoenix, avec des cartes comme... on va essayer de se défausser les Phoenix. Voilà, Réunion cathartique, des choses comme ça, avec les Manamorphoses, les rituels. Tous les rituels, enfin les 8. Les 8, on va jouer aussi, comment il s'appelle, le petit Young Pyromancer. Young Pyro. Voilà, des trucs comme ça. Et du coup, on va commencer à faire, je joue des spells, je joue tokens, je joue des spells, je joue des tokens, je joue des spells, j'enlève mon mana, je rejoue des spells. Je vais même jouer des cartes qui font des fois roue de la fortune, là, pour 5, chaque joueur. Et en fait, on va pouvoir mettre des Phoenix au cimetière. On va pouvoir les faire revenir. Et à la fin, on a différents kills. On a des kills qui font que on peut mettre Bushwhacker. Et gagner. On peut avoir des kills qui font mettre des dégâts. En tout cas, il y a des jeux, il y a des jeux qui commencent à performer avec. Et comme dit, on a vu des sorties, certaines sorties. Alors, le jeu n'a pas encore l'air super stable, mais on a vu certaines sorties qui font quand même énormément de dégâts à partir du tour 2, voire du tour 3. Oui, d'accord. Que t'as aucun CA dans le pack. Non, le CA est fait grâce au fait qu'il y a des cartes qui peuvent resservir du cimetière. Donc en fait, une fois que tu vois ta main de départ... C'est ça, c'est un jeu où on va c'est pour ça qu'on va jouer des cartes comme Faithless Looting et Cathartic Reunion pour pouvoir un peu faire ce genre de choses-là. Avec le flashback du coup, parce que du coup, quand on fait 3 mana, on joue 3 spells, on fait 3 mana, on refait le flashback Faithless, donc on peut très facilement... Le Faithless, en fait, il a produit 2 mana, il en a coûté 4, mais il en a produit 2. C'est ça, donc il se rembourse un peu, donc c'est vraiment sympa. C'est une carte qui, au fur et à mesure, là on vous fait le stop là aujourd'hui, ça se trouve d'ici quelques semaines, il serait plus haut en fonction de comment ce genre de deck va évoluer. Voilà, ou on va se trouver peut-être la fausse bonne idée, c'est possible aussi. Voilà, donc là c'est 6 à 7, on va continuer sur le top 5. Le top 5, donc en arrivant au top 5, on va arriver sur une petite créature verte
qui est le collecteur de peau, qui est une carte qui fait beaucoup penser à... Expérience. Qui gagnait un marqueur +1/+1 quand une créature arrivait avec une force ou une endurance plus grande qu'elle. Ouais. Elle, en fait, alors, elle a un côté mieux, c'est que quand une créature arrive ou qu'elle meurt, Ouais. donc si elle a une force plus grande, on met un marqueur +1/+1. Mais c'est seulement. Par contre, la force. c'est seulement la force. Et il y a un petit effet en plus, s'il a au moins 3 marqueurs, il a le piétinement. Alors, Mais est-ce qu'on ne va pas dire que dans tous les jeux qui jouaient Expérience 1, c'était souvent la force qui était. Alors c'est souvent la force, mais c'est même pas ça qui fait que la le carte... piétinement. C'est le piétinement, et c'est surtout que ça a remis au goût du jour une carte qu'on avait totalement oubliée en moderne. Et on reparlait de cartes à choix comme Rudoiement ou Jumpstart, ça a remis au goût du jour Vexing Devil. Ah oui. Diable Vexatoire. Pourquoi? Parce que Diable Vexatoire, c'est une carte qui arrive pour 1, c'est une 4/3. Qui donne le choix à l'adversaire, soit tu prends 4 points de vie, 4 dommages, soit elle reste sur ton bataille. Donc quand on a un collecteur de peau à côté, c'est lui dire, soit tu prends 4, et mon collecteur de peau gagne 2 marqueurs, parce qu'il arrive, il repart, ça fait boum, je viens de faire un +2/+2 à mon collecteur de peau. Soit tu le laisses et j'ai une 4/3 et quand elle meurt, de toute façon il va donner +1/+1 au collecteur de peau. Du coup il y a des jeux un peu zo qui sont revenus avec bien sûr Burning Tree Emissary, des trucs comme ça, qui sont en train de se monter et qui sont comme dit des jeux à main de départ, on va pas se mentir. Mais c'est un très bel ajout à ce genre de jeu là et du coup Zo comme nouvelle version de Zo. En fait. C'est ça. Alors pourquoi c'est dans le top 5? C'est pareil, hein, c'est à Magic, avoir une carte qui permet d'aller vers la victoire, c'est toujours plus fort qu'avoir des cartes qui finalement permettent de survivre ou d'empêcher de mourir. Et c'est pour ça qu'on le met là. Et du coup, c'est pour ça qu'on va arriver ensuite en top 4. Et en top 4, on va mettre du coup Mission Briefing, réunion de mission, qui est un petit mage lance-vif, mais sans ses pattes. Voilà. Il n'a pas de body, il n'a pas de corps. Et du coup, pour 2 bleus, en éphémère, mais le petit avantage, c'est qu'il va faire surveiller 2, et ensuite il va faire comme mage lance-vif, la capacité quand ça arrive en jeu, choisir un éphémère ou un rituel. Snapcaster, non? Oui. Mage lance-vif. Oui. C'est pas Snapcaster. Si. C'est le nom français de Snapcaster. Tu es trop habitué à le dire en anglais. Pour moi, c'était Mage lance-vif, c'était la 1-2 célérité. Non, ça c'est Vive Lance. C'est Vive Lance, pardon. C'est pas grave, il est trop anglophone, Simon. Voilà. Et du coup, en fait, voilà, donc il y a la même capacité que mage lance-vif, que Snapcaster. Sauf qu'il n'y a pas le corps, mais par contre il y a le petit surveiller 2 et par contre c'est double bleu. Alors pourquoi est-ce qu'on met ça? C'est intéressant dans des jeux qui veulent ne pas du tout avoir de body. Voilà. Donc on peut imaginer, on voit de UV Miracle de plus en plus aller vers des jeux qui ont moins en moins de créatures. Ouais, c'est ça. Pourrait rentrer là-dedans. Dans des jeux un peu bleu-noir, dans des jeux un peu où mettre des cartes au cimetière, c'est super intéressant, avec Search for Ascanta, avec la Delve, avec le flashback, avec des choses là. En fait, c'est avec les jeux où le body est moins intéressant que le surveiller 2. C'est ça, on a ce petit effet cantrip en fait, en plus de ça. Du coup, on perd un body, mais on gagne un cantrip. Dans des jeux combo aussi, ça peut être plus intéressant. Alors, je l'aurais totalement vu jouer dans Storm si c'était pas double bleu. Le problème de Storm, c'est qu'il a du mal à faire du bleu, c'est plutôt du rouge. Mais dans d'autres jeux, en fait, le fait de pouvoir faire ce petit surveiller 2 peut être plus intéressant que Snapcaster. Que le body. Voilà, peut être vraiment plus intéressant que le body. Donc, c'est une carte qui est intéressante, qu'on verra jouer, je pense, en moderne, voire en Legacy, parce que c'est vraiment le genre de carte en Legacy. Des fois, le body, on s'en fiche. Oui. Vraiment. On n'a pas le temps. On a un cantrip en plus, si on peut setup un terminus en mode surveille le 2, attends, est-ce qu'il y a un terminus au-dessus, et derrière je te fais, bon bah je vais faire un petit brainstorm ou un machin, et ça marche. Donc voilà, alors top 4, maintenant on arrive sur le top 3, et là on va arriver sur le point de la vidéo, vous allez peut-être commencer à pas être content avec moi, ni avec Simon, parce que la carte que vous allez voir arriver en top 3, vous allez vous dire mais pourquoi elle n'est pas en top 1 quoi. Voilà. Je pense que vous avez tous compris de laquelle on avait parlé. La carte dont on parle, c'est Trophée de l'Assassin. Pour nous, simplement pour nous, ce n'est pas... c'est une carte très forte, très très forte, mais ce n'est pas une carte aussi game breaker, meta breaker, qui va changer le format au point où on le pense. Voilà. Tout simplement pour 2 raisons. Alors, on va tout d'abord relire Trophée de l'Assassin. Hein. Pour 2, on détruit un permanent ciblé qu'un adversaire contrôle. Son contrôleur peut chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille, donc la mettre dégagée et mélanger sa bibliothèque. Donc en gros, on a une sorte de mixte entre Path to Exile et Abrupt Decay. Path to Decay, pour ceux qui connaissent la référence. Path to Decay, le fameux, on en rêvait, ils l'ont fait. Alors la force de cette carte, et là où tout le monde s'est enflammé, c'est que c'est un permanent ciblé. Donc on peut toucher un terrain... Langue du tronc.
On peut toucher un terrain basique, un terrain non basique. On peut toucher aussi un Planeswalker. Il n'y a plus, comme indiqué, la restriction du mana de 3. La contrepartie, c'est qu'on donne un terrain, il arrive en jeu de dégager. Alors, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est très fort? Ça, vous n'allez pas nous faire... Faites attention, on ne dit pas que c'est pas fort, mais on ne pense pas que c'est aussi fort que les gens le disent. C'est-à-dire que les gens sont partis à un moment sur le principe que ça va changer la face de Magic en moderne. Oui. Alors, je vais vous dire non. Pourquoi? Parce que déjà, pour commencer, une carte qui permet de détruire quelque chose n'est pas une carte qui change la face d'un jeu. D'un format aussi agressif et aussi linéaire que le moderne. La seule chose qu'on réussit à faire avec cette carte, c'est peut-être ne pas mourir. Oui, c'est un gain de temps en fait. Voilà, donc gagner du temps ne t'emmène pas vers gagner la partie. Elle t'emmène plus à je vais essayer de stabiliser. Donc du coup, le problème c'est qu'en stabilisant, on va offrir un mana à l'adversaire. Donc on va l'aider à ramper. Mais contrairement à Path to Exile, où on l'aide à ramper pour un seul mana. Pour un seul mana on le fait, donc ça ne coûte pas grand chose. Et en plus, si tu arrives engagé, là c'est quand même 2 mana et le terrain arrive d'étape. Donc ce qu'il va se rendre compte, c'est que les gens ils comparent ça à Abrupt Decay, et c'est vrai que des compositions abruptes en moderne, le fait que ce soit incontrable, c'est pas aussi important. Chose qui l'est beaucoup plus en Legacy, où on joue des Force of Will et compagnie. Donc là, je pense pas que cette carte en Legacy elle soit beaucoup plus intéressante. Où les terrains sont moins importants. Voilà. Aussi. Mais en tout cas, les gens se sont enflammés parce qu'ils se sont dit ça peut gérer Valakut, ça peut gérer les Landes du Tronc, ça peut gérer Jace et ça peut gérer Teferi, les Planeswalkers qu'on n'arrivait pas à gérer. Ça peut gérer un Karn. Sauf que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que premièrement, les joueurs de Tronc en ce moment jouent entre 4 et 5 forêts basiques. Oui. Donc ça veut dire que nous on a perdu un tour à pas mettre de pression. Elle a eu tué un land du tronc. Lui, il a mis un land basique. Ok, alors on va le retarder. Mais ce qui marche contre ce genre de jeu, c'est pas juste je te retarde. C'est je te mets une pression à côté. C'est ça. Et le problème, c'est qu'avec 2 mana, en fait, il faut choisir en fait, ce qu'on fait. Donc la carte est très bonne, mais je suis pas sûr qu'on va continuer à la jouer en x4 comme tous les jeux essayent de la jouer en ce moment. Parce que du coup, le contre-coup est vraiment là, dans le sens où le contre-coup, il est aussi de faire que... déjà, c'est un permanent qu'un adversaire contrôle. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais des fois, on a envie de se casser un permanent à soi. Et chercher le petit basique. Mais là, on peut pas le faire, du coup. Et ensuite, le deuxième chose, c'est que le fait de faire arriver un land contre un jeu combo ou même aggro, et ben en fait, on le fait accélérer, en fait. Je veux dire, on est là contre Druides, on lui fait, ok, je tue Druides T2, mais ça veut dire que derrière, T3, t'as 4 mana, tu peux me faire une compagnie dans la face. C'est ça. Même avec... Voilà, donc du coup, c'est dangereux. La carte est forte, mais voilà, je pense que le contre-coup est réel. Et je pense que du coup, si je peux dire une seule chose, je pense que la recherche et développement a vraiment créé une carte avec un bon équilibre, en fait. C'est-à-dire que les gens sont en train de dire que la carte est trop forte. Je pense que la carte est juste forte. Et que du coup, l'équilibre se crée par le fait qu'elle soit bicolore, qu'elle soit de nouveau contrable, qu'elle fasse qu'on aille chercher un land et que ce soit juste l'adversaire à qui on fasse ça. Donc du coup, elle est forte, mais comme les gens ont dit à l'époque, Poussée Fatale a changé le format. Poussée Fatale a eu une grosse hype pendant quelques mois et s'est recalmée. Elle est rentrée maintenant x2, x1, x3 dans des packs, mais c'est fini l'époque où on jouait x4 partout dans tous les jeux qui jouent du noir. Et ben je pense que c'est ce qui va se passer avec cette carte. On va commencer à l'avoir x4 partout. Et après, on va l'avoir x2, x3. Et les gens vont se rappeler que Bol, c'est meilleur. Et les gens vont se rappeler que mettre 3 dans la tête, c'est bien aussi. Non. Voilà. Donc ça, c'est pour ça, c'est qu'on a pris un peu de temps. Et donc maintenant, vous dites, mais qu'est-ce que du coup est en top 2 ? Alors, le top 2, pour nous, est une carte qui a peut-être pas sa place dans le méta actuel, mais qui est une carte qui est très intéressante par sa versatilité. Vraiment, c'est la Chevalière de l'Automne. Alors moi je la vois aussi dans un pack, c'est en side de humain. Voilà, alors déjà dans side de humain, c'est la carte qui sauve des choses parce qu'en fait on avait besoin de ce genre de carte. On jouait même Sage du Reboisement et là la carte est marquée je suis juste Sage du Reboisement en mieux. Genre on peut regarder Sage du Reboisement et faire Hello, goodbye, my old friend. Les couleurs, actuellement, sans parler de toutes les modifications des manabas qui sont en train d'être testées, ne posent pas de problème. De toute façon, voilà, on dit oui, mais c'est vert blanc, Sage du Reboisement était vert. Alors, le blanc, c'est pas un problème pour humain. Voilà, c'est ça. Généralement, quand il va avoir un ou deux basiques, il va forcément avoir que c'est du blanc. Des fois, même c'est même 2 blancs, ou alors un blanc, une île. Et tous les lands qui font pas les 5 couleurs, c'est blanc, bleu ou blanc, vert. Voilà, donc du coup, le blanc ne pose pas un problème, c'était le vert, mais si on jouait Sage du Reboisement, c'est que déjà le vert, on estimait qu'on arrivait à le faire. C'est ça. Donc, ça c'est bon, et ça permet de sauver, alors, une chose qu'on se rend peut-être pas compte quand on joue à Magic depuis longtemps, mais pouvoir fusionner des cartes de side
en une Et seule. gagner de la place, c'est génial. Parce que Humain avait aussi ce problème-là, c'est que tu regardais les cartes humaines et tu faisais, mais je fais comment pour les rentrer? Et pas que humain en fait. Il faut se rendre Voilà. compte que dans certains jeux, tu vas aller voir en side des fourbes de cuisine et des sages de reboisement. Là, t'as plus ce problème. Là, du coup, en une carte, on a soit un ton, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une 4-3 Oui. pour 3, c'est intéressant, soit un sage du reboisement, soit je gagne 4 et j'ai un body. Donc ça veut dire que contre Burn, que contre jeu Arthos, que contre un jeu où on veut avoir juste de la board présence, parce que c'est un contrôle et on veut mettre des fois des 4-3 parce que ça se fait pas block par snap, et bah c'est une carte qui rentre. C'est une carte qui est même rentrable main deck dans des jeux comme Compagnie, que ce soit Band Company, Celestia Company, que dans Druides, Est-ce que dans Value Town. Dans Abzan et Abzan, est-ce que tu le verrais ou pas? Dans Abzan, c'est une carte, si Abzan Au moins revient, en side, on tu peut vois. la voir en side. C'est une bonne carte de side, on peut la voir même x1 en main. C'est cette versatilité qui rend la carte très intéressante, qui est tutorisable parce qu'elle a le vert. C'est une carte qu'on commence à voir aussi maintenant en Legacy. Alors, en Duel Commander et en EDH, on se pose même pas la question. Ouais, si tu joues du et vert et du auto-in. blanc, ça va être auto-in. C'est-à-dire que les jeux, ils Tu vont même pas dis, réfléchir dedans. j'ai 2 cartes de side en une. Dans mon main deck, Voilà. voilà. Il y a des jeux, comme dit, que ce soit d'une sorte de Nick Fit ou du Bant ou du machin en Legacy qui commencent à la test. Ouais. Donc c'est une carte intéressante. Alors, au niveau power level, c'est pas ouf, mais c'est vraiment cette polyvalence qui nous fait la mettre en C'est deuxième ça. position. C'est vraiment, ça fait tout. C'est ça. Alors voilà nous, la deuxième position. Donc maintenant, vous dire, ouais, mais ça nous fait pas gagner. Oui, mais comme trophée, ça nous permet de survivre et à côté d'avoir un body. Voilà. On oublie trop le body. Et en première, tadadam, suspense. Alors là, c'est un gros pari. C'est un gros pari de ma part et de la part de Simon. C'est Frisson Rampant, une Unco qui coûte 4 et qui est rituel. Mais Kozen, tu joues trop en paysan. Tu sais qu'on a droit au rare. Mais même en paysan, ça marche. Mais en paysan, ça sera pas vrai. C'est ça le pire. Voilà, on se dit, voilà, alors si on lit le début de la carte, le Frisson Rampant inflige 3 blessures à chaque adversaire et vous gagnez 3 points de vie. Super, t'es en train de dire pour 4 mana, j'ai fait un drain de 3, genre. C'est quoi, Bruit de la nuit pour un noir là qui existe Non, c'est pour 2 là qui ont sorti. Ouais, ils ont sorti ça, ouais. Morsure, je crois, l'édition C'est ça. précédente en noir. Ça coûte pour 2 quand même. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est la deuxième partie. La deuxième partie peut amener un jeu qui était parti en tier 2, voire tier 3, à revenir dans les tiers 1 du format. C'est Dredge. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que quand il est mis dans un cimetière depuis votre bibliothèque, vous pouvez l'exiler. Et si vous le faites, on le fait l'effet du drain de 3. Voilà. Donc du coup, en fait, on est en train de dire qu'on est en train de mettre dans Dredge 4 cartes, donc on est en train de mettre 12 points de dégâts gratuits. Gratuits, c'est-à-dire qu'on va se dredger, ils arrivent, tu fais un drain de 3. Voilà. Et du coup, c'est super fort dans ce genre de jeu, vraiment. Et du coup, on la met en première parce qu'on pense que vraiment c'est le genre de jeu qui va faire... Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on va pas se mentir, hein, les jeux sur le cimetière, il y en a beaucoup. Du coup, la hate sur le cimetière est là aussi. Présente. Mais c'est une carte qui... En fait, qui va peut-être faire revenir un tier 1, enfin un deck qui a été Un ancien tier 1. Voilà. Et rien que pour ça, on parlait de changer la phase du moderne et tout ça. Si, en fait, si ça revient, et ben on est vraiment. Enfin, la moitié des packs sont pas prêts à de nouveau affronter. C'est ça. Et on pourrait même voir un autre deck, Dredge Style, qui met des cartes dans son cimetière, qui pourrait utiliser ça. Pareil, c'est une carte qui est vraiment pour 0 en fait. Voilà, dès qu'il y a moyen de tricher sur le mana, ça fait des choses. Si ça le fait pas tout de suite, en tout cas ça va le faire. Et comme dit, on parlait à un moment, oui, du coup, Golgari Grave Troll, c'était peut-être pas bon de le ban. Vous imaginez Golgari Grave Troll avec cette carte maintenant? Non. T'en touches 2. T'imagines, t'en touches 2. Je te mets 6, je gagne 6. À côté, j'ai 2 Narcomob qui sont venus, des 3-3. Enfin voilà, on peut faire des kills T2, genre en mode. Enfin, c'est du gros n'importe quoi. Du coup, cette carte, voilà, je pense que c'est la carte, en tout cas, nous, qui nous a marqué. Elle est peut-être passée en dessous du radar sur certaines cartes, mais parce que c'est une vieille Unco, on voit 4, mais cette capacité de pouvoir jouer gratuitement ça, on la trouve vraiment très bonne. C'est ça. Donc, après, c'est un pari. Hein. Soit c'est la meilleure idée du siècle et on est des visionnaires, soit. Vous nous aurez oublié. On est des fous comme ça, on est des fous. Voilà, donc sur ce, nous on a fait notre petit top 10, on espère qu'il vous a plu. Voilà, le format a un petit peu changé, on a fait une petite présentation de guild, donc on n'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo. Cette vidéo est aussi en partenariat avec notre boutique sponsor qui s'appelle Philibert Strasbourg. Voilà. Donc on les remercie de nous aider aussi à continuer à faire vivre Magic dans notre région.
Et n'hésitez pas à aller sur leur site ou à leur boutique. Nous, sur ce, on va essayer de faire des vidéos un peu plus régulièrement cette année. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker, à commenter. À bientôt. Ciao ciao.